Le moment où mon ex a regardé le juge droit dans les yeux et a dit « Elle est instable. Elle ment à notre fille. Je veux la garde totale », j'ai senti l'air quitter mes poumons. Il l'a dit si calmement, comme s'il énonçait un fait. Et le juge, elle avait l'air de le croire. Je voulais parler. Je voulais crier, pleurer, expliquer quelque chose, mais rien n'est sorti. Je suis restée là, le cœur battant, figé sur cette chaise dure du tribunal, pendant que l'homme qui me disait autrefois qu'il m'aimait me dépeignait comme un danger pour la personne que j'aime plus que tout. Ma fille, Mila, était derrière moi, tenant la main de ma mère. Elle n'a que 7 ans, mais elle a tout vu, ses grands yeux bruns fixés sur les miens. Elle pouvait le voir. Elle pouvait le sentir. Je me noyais, et personne ne me jetait une corde. Damon, mon ex-mari, portait un costume bleu marine, comme s'il allait donner une conférence TED. Calme, posé, parfaitement préparé. Le même homme qui me criait dessus dans la voiture à cause d'une commande de plats à emporter mal choisie était maintenant assis devant un juge, ressemblant à l'incarnation même de la responsabilité. Il était charmant. Il l'a toujours été. C'était ça, le problème. Le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire en réponse. J'ai ouvert la bouche, mais tout ce qui en est sorti, c'est un souffle tremblant. Mon avocat m'a jeté un regard silencieux. La salle d'audience était morte de silence. Mes mains tremblaient. J'étais sur le point de perdre ma fille, et il me semblait que personne ne voyait ce qui se passait réellement. Puis j'ai entendu une voix petite, claire et stable, venant de derrière moi. « Votre honneur, j'ai apporté une vidéo du téléphone de papa. Je pense que vous devriez la voir. » Tout s'est arrêté. La galerie s'est tournée. Le greffier semblait confus. Le visage de Damon s'est vidé de sa couleur. Et pour la première fois ce matin-là, le juge Harmon avait l'air surprise. Mila s'est levée, tenant toujours sa tablette scolaire rose dans ses mains. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait pas peur. Elle semblait plus courageuse que je ne l'avais jamais vue. Elle a marché jusqu'à l'avant, passant devant les bancs en bois, devant l'homme qui essayait de me l'arracher, et a tendu la tablette au juge. Je ne savais même pas qu'elle l'avait avec elle. Je ne savais pas ce qu'elle avait enregistré. Je ne savais même pas qu'elle savait comment enregistrer sur le téléphone de Damon. Mais je savais que quelque chose venait de changer. Le juge a pris la tablette. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. La voix de Mila était douce mais confiante. « C'est de le week-end dernier. Papa a dit ces choses quand je devais être endormie. Mais je ne l'étais pas. Je l'ai entendu, et il était vraiment en colère. Et je me suis dit, si vous ne croyez pas maman, peut-être que vous le croiriez lui. Mon cœur s'est fissuré. Ma fille avait fait ce que je ne pouvais pas faire. Elle s'est levée. Elle a dit la vérité. Et soudain, la salle d'audience, l'endroit où je me sentais la plus petite, était à elle. Avant la salle d'audience, avant le costume et le silence et les yeux froids du juge, avant la vidéo, il n'y avait que nous, moi et Mila. Notre appartement n'était pas grand. Il avait 2 chambres, une salle de bain, et le genre de plancher grinçant qui gérait chaque fois que vous les traversiez après 22 heures. Mais Mila n'y voyait pas d'inconvénient. Elle l'adorait. Elle l'appelait notre nid. Elle disait que les rideaux roses de sa chambre lui donnaient l'impression d'être à l'intérieur d'un nuage de barbe à papa. La plupart des nuits, elle s'allongeait sur son lit avec son pingouin en peluche, Pépère, et me demandait de lire 2 histoires au lieu d'une. Je disais toujours oui. Je travaillais de chez moi comme designer graphique freelance, ce qui payait juste assez pour nous maintenir à flot. Ma mère, Caroline, vivait à quelques rues d'ici et m'aidait à garder Mila quand j'avais des délais. C'est le genre de maman qui ne dit pas toujours la chose juste, mais qui est toujours là. Elle apportait des lasagnes sans prévenir, frottait ma salle de bain quand je ne regardais pas, et me disait « Tu fais mieux que tu ne le penses, Aria ». Et pendant un moment, je l'ai cru. Mila avait 7 ans, intelligente, douce et observatrice d'une manière qui mettait les adultes mal à l'aise. Elle posait des questions qui vous faisaient réfléchir à 2 fois avant de mentir. Une fois, elle m'a surprise en train de pleurer dans la cuisine tard dans la nuit et n'a rien dit. Elle a simplement apporté sa couverture et me l'a enroulée autour des épaules. C'était le genre d'enfant qu'elle était. Notre activité préférée était le bocal à vérité. Je l'avais commencé lorsque Damon et moi nous sommes séparés. Je lui avais dit que chaque fois qu'elle avait une question ou voulait parler de quelque chose de confus ou effrayant, elle pouvait l'écrire et le mettre dans le bocal. Chaque soir, nous lisions une note ensemble. Certaines étaient ridicules, pourquoi les gens ronflent? D'autres touchaient profondément, papa va-t-il arrêter de m'aimer si je reste avec toi? Je lui disais la vérité. Toujours. Peu importe à quel point cela faisait mal.
Le divorce n'avait pas été propre. Damon voulait le contrôle plus que la garde. Il avait accepté la garde partagée sur le papier, mais en pratique, il en voulait plus. Il remettait en question chaque décision parentale que je prenais, critiquait ce que je lui donnais à manger, se plaignait si je la prenais 2 minutes en retard. Et pendant ces week-ends, Mila revenait à la maison renfermée et silencieuse. Parfois, elle ne me parlait pas du tout jusqu'à mardi. J'en ai parlé au tribunal, mais Damon savait comment se présenter. Il était un ancien athlète universitaire devenu cadre commercial, le genre de personne qui faisait rire les gens et se souvenait de tous les noms. Il portait la confiance comme une deuxième peau. En public, il n'était que sourire. En privé, il pouvait éclater à cause d'un jus renversé ou d'un chargeur manquant. Je tenais un carnet. Je documentais tout. Email. Messages. J'avais un dossier rempli de textos où il m'accusait d'être instable, où il m'insultait de noms qu'aucun enfant ne devrait entendre de la part de son père à propos de sa mère. Mais je ne les ai jamais montrés à Mila. Je pensais la protéger. Une nuit, après un dépose particulièrement tendu, Mila m'a demandé si j'avais peur près de papa. J'ai hésité. Elle regardait son bol de céréales et a dit, « Moi, je le suis. » Mais je crois que je ne suis pas censée dire ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je fixais le plafond en me demandant si j'avais échoué en tant que mère en ne me battant pas assez, en essayant trop de maintenir la paix. Quelques semaines plus tard, Damon a demandé la garde exclusive. Il disait que je nuisais émotionnellement à Mila, que je lui mentais à propos de lui, que je ne pouvais pas offrir de stabilité. Son avocat a soumis des déclarations affirmant que j'étais erratique, peu fiable, et mentalement inapte à coparenter. Quand j'ai lu ces documents, mes mains ont tremblé. J'ai dû m'asseoir par terre. Caroline s'est assise à côté de moi, m'a pris le poignet et m'a dit, « Tu as la vérité. » C'est suffisant. Je voulais la croire, mais au tribunal, la vérité n'est pas bruyante. Elle est enfouie dans des preuves et tordue en stratégie. L'avocat de Damon a peint l'image d'une femme qui se défait. Mon avocat m'a dit de ne pas m'émouvoir, de ne parler que lorsqu'on me le demandait, de ne pas interrompre. Mais intérieurement, je criais. Mila a tout vu. Chaque larme que j'ai essayé de cacher. Chaque fois que je murmurais, ça va aller. Même lorsque je n'en étais pas sûre. Je ne savais pas qu'elle observait tout cela si attentivement. Je ne savais pas qu'elle écoutait. Je ne savais pas qu'elle préparait quelque chose. Elle n'avait que 7 ans. Mais d'une manière ou d'une autre, elle comprenait ce que nous n'avions pas dit à voix haute. Elle savait que la vérité comptait, et elle savait que le tribunal devait la voir par lui-même. L'audience de garde était fixée pour un lundi matin. Je n'ai presque pas dormi la veille. Mila s'était endormie en serrant Pépère, son pingouin en peluche, et je suis restée assise à côté de son lit jusqu'à l'aube, juste à la regarder. Ma poitrine était lourde, comme si quelque chose m'écrasait. Je savais que ce n'était pas qu'une affaire juridique. C'était un combat pour sa vie telle qu'elle la connaissait. Pour la seule chose dans laquelle j'avais mis chaque part de moi-même pour la protéger. Ce matin-là, ma mère est venue avec nous. Elle portait son foulard d'église, celui en soie qu'elle ne sortait que lorsqu'elle avait besoin de courage. Je pense qu'elle savait que je n'avais plus grand-chose en moi. Mila portait une robe bleue avec des tournesols et avait glissé sa tablette scolaire dans son sac à dos, comme elle le faisait toujours. Elle n'a pas beaucoup parlé dans la voiture. Elle regardait simplement par la fenêtre en fredonnant un air que je ne reconnaissais pas. Quand nous sommes arrivés au tribunal, Damon était déjà là. Il portait le même costume bleu marine qu'il avait mis lors de notre dîner de répétition de mariage. Mais cette fois, il n'y avait aucune chaleur derrière son sourire, juste du calcul. Son avocat se tenait à ses côtés, un bloc-notes à la main, parfaitement soigné, parlant à voix basse comme si tout était préparé. Damon s'est tourné vers moi, puis vers Ma. Il a souri et fait un signe de la main comme si de rien n'était. Mila n'a pas répondu. La salle d'audience ressemblait à une scène. Tout était poli et froid. Mon nom figurait sur le registre. Celui de Damon aussi. Mais la personne jugée n'était pas seulement moi. C'était la version de moi qu'il avait créée sur papier. Lorsque le juge Harmon est entré, la salle est tombée dans un silence tendu. Elle était grande, d'âge moyen, et ne perdait pas de temps. Elle a regardé directement l'avocat de Damon et a dit, « Vous pouvez commencer. » Son avocat a immédiatement commencé à peindre l'image. Il a décrit Damon comme un père stable. Il a parlé de son travail constant, de sa maison propre, de ses efforts pour protéger Ma de l'imprévisibilité émotionnelle d'Aria. Il a présenté des textos entre Damon et moi, pris complètement hors de contexte. Dans l'un d'eux, je disais à Damon que j'étais accablée et épuisée.
Il a transformé cela en preuve de mon instabilité mentale. Dans un autre, je lui demandais de ne pas élever la voix près de moi. Cela a été interprété comme une accusation selon laquelle j'étais contrôlante et manipulatrice. Je suis restée là, pendant que celui avec qui j'avais partagé ma vie transformait tout ce que j'avais dit en munitions. Damon a ajouté sa propre voix lorsqu'on lui a demandé. « Elle n'est pas bien, a-t-il dit, calme et posé. Elle dit à notre fille que je suis le méchant. Elle la confond. Elle fait en sorte que Mila ait peur de moi. Je ne veux pas la prendre par vengeance. Je fais ça pour la protéger. La protéger. » Ce mot m'a frappé comme une gifle. Le juge Harmon m'a regardé. « Mademoiselle Lennox, avez-vous une réponse ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Les mots étaient là, dans ma poitrine, battant pour être libérée, mais ma voix m'a trahi. Mon cœur battait la chamade. Ma langue semblait lourde. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder Mila, qui était assise derrière moi, ses petites jambes balançant au bout du banc. Elle m'a jeté un regard que je n'oublierai jamais, inquiète mais pas effrayée. Mon avocat a toussé et a proposé une réponse faible concernant ma résilience émotionnelle et la façon dont le stress fait partie du quotidien de la parentalité seule. Cela n'a pas suffi. Ça ne grattait même pas la surface de ce qui se passait réellement. Personne n'a mentionné le moment où Damon m'a insulté au téléphone pendant que Mila était dans la pièce. Personne n'a demandé pourquoi Mila avait recommencé à faire pipi au lit après ses week-ends chez lui. Rien de tout ça n'a fait partie de leur version de l'histoire. Le juge a légèrement hoché la tête, griffonnant des notes. Et puis Damon s'est levé à nouveau et a dit, « Votre honneur, je veux la garde exclusive. Je crois que ma fille est émotionnellement lésée, et je ne pense pas que la garde partagée soit dans son meilleur intérêt à ce stade. » J'ai senti les murs se refermer, ma respiration se couper, mes mains saisir les bras de ma chaise. Je regardais à nouveau Mila, ne sachant pas comment la protéger de ce qui se passait juste devant elle. C'est alors que Mila a lâché la main de ma mère, s'est levée et s'est avancée. Elle n'a pas demandé la permission. Elle n'a pas hésité. « Votre honneur, a-t-elle dit. J'ai apporté une vidéo du téléphone de papa. Je pense que vous devriez la voir. » La pièce tomba dans le silence. Le visage de Damon se figea. Ma mère retint son souffle. Je me tournai sur ma chaise, les yeux écarquillés. Mila se tenait là, tenant sa tablette scolaire, les épaules carrées, la voix stable. Le juge Harmon la regarda. « Pardon ?» Mila leva la tablette un peu plus haut. « C'est de ce week-end. » Il ne savait pas que j'étais éveillée, mais je l'étais. J'ai entendu ce qu'il a dit, et je pensais que ça pourrait être important. Personne ne parla. Ni Damon, ni son avocat, ni le juge. Et pour la première fois depuis le début de l'audience, je sentis quelque chose se produire. Mila n'avait pas apporté juste une vidéo, elle avait apporté la vérité dans la pièce, et tout le monde l'a ressenti. Mila se tenait au centre de la salle d'audience, tenant sa tablette comme un bouclier. Sa robe de tournesol semblait une taille trop petite, l'ourlet effleurant ses genoux, mais elle ne bougea pas. Elle ne chercha pas de réconfort en regardant derrière elle. Elle se tenait là, seule, face au juge. « J'ai apporté une vidéo du téléphone de papa, » répéta-t-elle. « Je pense que vous devriez la voir. » Le juge Harmon jeta un coup d'œil à l'huissier. « Apportez-la ici, dit-elle. » Mila fit quelques pas en avant et donna l'appareil à l'huissier, qui le remit au juge. Le silence s'étira dans la salle comme un fil tendu. La mâchoire de Damon était serrée, ses lèvres pressées en une ligne mince et indéchiffrable. Son avocat regarda tour à tour lui et la tablette, sans bouger. Le juge tourna l'écran vers elle et appuya sur le bouton de lecture. Un instant, il n'y eut rien, juste le bruit ambiant, ce bourdonnement lointain que l'on entend la nuit, quand le monde extérieur est devenu silencieux. Puis sa voix se fit entendre. Forte. Rude. Ce n'était pas le ton calme et posé qu'il avait utilisé quelques minutes plus tôt dans le tribunal. C'était indiscutablement Damon. Il criait. « Tu te crois si intelligente, hein? Vas-y, essaie de dire à quelqu'un. On verra bien ce qui se passera. Tu finiras dans une famille d'accueil, et ne crois pas que ta mère bien-aimée pourra te sauver. Elle est pathétique. » Une chaise racla. Une assiette tintait. La voix de Mila, douce et effrayée, murmura. « Je suis désolée. » Il l'interrompit. « Ne réponds pas. T'as de la chance que je t'ai laissé venir. Si tu dis un mot à elle, je jure que... » Le juge appuya sur pause. Elle ne dit rien tout de suite. Elle resta là, les yeux fixés sur l'écran figé. Damon bougea sur son siège.
Son avocat se pencha vers lui, murmurant quelque chose d'urgent et de paniqué, mais le juge leva la main pour le faire taire. « D'où cela vient-il » demanda-t-elle, d'un ton neutre. Mila répondit sans hésiter. « Il a laissé son téléphone sur le canapé. Je l'ai entendu crier. Je voulais l'enregistrer. J'avais peur, mais je me suis dit que si quelqu'un l'entendait, peut-être qu'il me croirait, moi et maman. » Ma poitrine se serra. Ma fille avait eu peur. Elle avait élaboré un plan, et elle l'avait mené à bien avec plus de courage que bien des adultes que je connais. Je voulais courir vers elle, l'enlacer, lui dire qu'elle n'aurait jamais dû avoir à faire cela. Mais je suis restée là, car ce moment lui appartenait. Damon prit la parole, sa voix soudainement forcée et défensive. « Votre honneur, cet enregistrement est complètement sorti de son contexte. » Je la punissais. Elle se comportait mal et... « Assez, » dit le juge. Sa voix n'était pas forte, mais elle trancha l'air comme une lame. Damon s'arrêta immédiatement. Le juge Harmon se tourna vers Mila. « Merci d'avoir été courageuse, dit-elle. Vous pouvez retourner à votre siège. » Mila hocha la tête et retourna en marchant, c'est pas plus lent maintenant, le poids du moment commençant à se faire sentir dans ses épaules. Ma mère la prit dans ses bras et la serra contre elle. Le juge me regarda. « Mademoiselle Lennox, avez-vous quelque chose à ajouter ?» Cette fois, je trouvai ma voix. « Non, votre honneur. Je pense que ma fille a tout dit. » Le juge hocha la tête une fois, puis se recoucha dans sa chaise. Elle ferma les yeux un instant, puis les ouvrit et regarda à travers la salle d'audience. À la lumière de cette preuve, je demande une révision immédiate de toutes les dispositions de garde. En attendant cette révision, la garde provisoire complète sera accordée à mademoiselle Lennox. Visite supervisée seulement pour monsieur Blake. Huissier, veuillez escorter monsieur Blake hors de la salle d'audience jusqu'à nouvel ordre. Damon se leva, stupéfait. Vous n'êtes pas sérieux. Monsieur, dit l'huissier en s'avançant. On aurait dit qu'il voulait argumenter, mais Damon se tourna et sortit, son avocat courant derrière lui. La salle d'audience se vida lentement après cela, mais nous restâmes assises. Mila était silencieuse, la tête posée sur l'épaule de ma mère. Je finis par me lever et me rendre près d'elle, m'agenouillant à côté d'elle. « Tu as été tellement courageuse, dis-je. » Elle hocha la tête mais ne parla pas. Je pouvais voir que ça la touchait maintenant, le poids de ce qu'elle avait fait. Elle n'avait pas seulement dit la vérité. Elle s'était dressée contre quelqu'un qui avait passé des années à lui apprendre à rester silencieuse. Et ce faisant, elle avait tout changé. Au moment où Damon sortit de cette salle d'audience sous la surveillance du huissier, toute l'atmosphère changea. On aurait dit que quelqu'un avait ouvert une fenêtre dans une pièce où nous retenions tous notre souffle. Je pus enfin inspirer. Pas complètement détendu, mais assez pour me rappeler que j'avais encore une voix. Et un battement de cœur. Le juge quitta le banc peu après avoir rendu son ordonnance. Son expression ne changea pas, mais je vis quelque chose de différent dans ses yeux lorsqu'elle regarda Mila, une reconnaissance silencieuse. Pas de pitié. Pas de surprise. Du respect. Je rassemblai nos affaires lentement, mes doigts tremblant légèrement tandis que je rangeais le sac de Mila. Elle était toujours blottie dans les bras de ma mère, épuisée mais vigilante. Sa tablette reposait à côté d'elle sur le banc, l'écran toujours sombre après la vidéo. Je tendis la main vers elle. « Tu veux venir avec moi ?» lui demandai-je. Elle hocha la tête et descendit du banc. En sortant de la salle d'audience, les gens nous observaient. Quelques-uns détournèrent vite le regard. D'autres soutinrent notre regard plus longtemps. Une femme nous fit un signe de bouche en disant le mot brave en nous passant. Dehors, devant les portes de la salle d'audience, je m'abaissai à la hauteur de Mila. Mes mains reposaient doucement sur ses bras. « Ça va ?» Elle haussait les épaules, puis dit enfin. « Je voulais pas le faire. Mais je devais. »« Je sais, » répondis-je. « Je suis tellement fière de toi. Tu n'aurais jamais dû porter ça seule. » Elle baissa les yeux. Je savais pas s'il me croirait. Ma gorge se serra. Ils t'ont cru. Parce que tu as dit la vérité. Et parce que tu étais assez forte pour te lever quand personne d'autre ne pouvait. Mila leva les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes silencieuses. Ça veut dire que je n'ai pas à retourner chez papa? Je la pris dans mes bras, la serrant aussi fort que je le pouvais sans lui faire de mal. Tu es en sécurité. C'est ce qui compte. Les officiers de justice nous donnèrent encore quelques instructions, y compris un planning de supervision temporaire pour Damon.
Il serait évalué par un conseiller désigné par le tribunal avant d'obtenir tout accès supplémentaire à Mila. Ce n'était pas fini. Il y aurait d'autres audiences. D'autres documents. Encore des jours dans des salles d'audience qui ressemblaient à des champs de bataille. Mais la partie la plus difficile était derrière nous. Cet après-midi-là, nous allâmes directement chez ma mère. Je ne voulais pas être seule. Je ne voulais pas que Mila retourne dans notre appartement et ressente le silence qui résonnait parfois trop fort dans des espaces aussi petits. Ma mère fit de la soupe, bien qu'il fût chaud dehors. Elle faisait toujours de la soupe lors des journées émotionnelles. Elle disait que ça lui donnait quelque chose à remuer quand tout le reste semblait hors de contrôle. Mila était assise à la table de la cuisine, dessinant un tableau avec des crayons de couleur pendant que je remplissais encore des papiers judiciaires sur le canapé. À un moment donné, elle s'approcha et me tendit ce qu'elle avait fait. C'était un dessin de deux mains tenant un cœur. En dessous, elle avait écrit en grosses lettres irrégulières. La vérité est courageuse. Je pleurais à ce moment-là. Pas le genre de larmes discrètes et cachées. Mais celles qui viennent du fond de la poitrine quand la douleur a enfin trouvé sa sortie. Mila ne dit rien. Elle resta juste assise à côté de moi, appuyant sa tête contre mon bras. Cette nuit-là, avant de nous coucher, nous retournâmes à notre pot à vérité. Il avait accumulé de la poussière pendant quelques semaines. Je le tenais sur mes genoux tandis que Mila était assise en face de moi sur son lit. « Tu veux commencer ?» lui demandai-je. Elle secoua la tête et pointa la note pliée au sommet. Je l'ouvris et lus à voix haute. « Que se passe-t-il quand la vérité blesse les gens ?» Je la regardai. « C'est toi qui as écrit ça ?» Elle hocha la tête. Sa voix était calme. Je voulais pas blesser papa. Je voulais juste ne plus avoir peur. Je tendis la main et pris la sienne. La vérité peut parfois faire mal. Mais le silence fait encore plus mal. Ce que tu as fait aujourd'hui n'a blessé personne. Tu t'es protégé. Tu nous as protégés. Ce n'est pas mal. Elle fixa le pot pendant quelques secondes, puis murmura. Je pense qu'on devrait continuer à faire ça. On le fera, répondis-je. Chaque soir. Cette nuit-là, après qu'elle s'endormit, je me rendis dans le salon et me mis près de la fenêtre. Les réverbères clignotaient dehors. Des voitures passaient. La vie continuait. Mais tout dans notre monde avait changé. Damon ne contrôlait plus le récit. Il ne contrôlait plus la voix de Mila. Et pour la première fois depuis le divorce, je me sentais capable de respirer profondément sachant que je n'étais plus seule dans ce combat. Ma fille avait pénétré dans un monde bien trop lourd pour ses années. Et elle n'avait pas seulement survécu. Elle l'avait changé. L'audience finale de la garde eut lieu 4 semaines après le jour où Mila s'était levée dans la salle d'audience. À ce moment-là, tout avait changé. Le conseiller désigné par le tribunal qui avait interrogé Damon déposa un rapport détaillé. Il décrivait un comportement contrôlant, une instabilité émotionnelle, et un manque de considération inquiétant pour le bien-être de Mila. Il nia tout, bien sûr. Mais la vidéo parlait plus fort que n'importe lequel de ses mots. Associé à la déclaration de Mila, cela suffisait au tribunal pour retirer ses droits de garde non supervisés. Lorsque le juge lut sa décision finale, je restai silencieuse, retenant mon souffle à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas par peur. C'était par espoir. La garde physique et légale totale fut accordée à moi. Damon aurait des visites strictement supervisées 2 fois par mois dans un centre neutre avec des professionnels formés. Il n'y aurait pas de nuit à passer là-bas. Plus de portes fermées ni de week-end. Plus de menaces murmurées. La voix de Mila avait brisé cette illusion pour toujours. Nous quittâmes le tribunal dans le silence ce jour-là. Mila tenait ma main tandis que nous descendions les longues marches à l'extérieur. Ma mère marchait à côté de nous, son sac à main se balançant contre sa hanche, les yeux scrutant le trottoir à la recherche de Damon bien que nous sachions qu'il ne s'approcherait pas. Il ne m'avait pas parlé depuis la première audience. Ça ne me dérangeait pas. Plus tard dans la soirée, nous sommes allés dans un petit dîner que Mila adorait, celui avec les banquettes rouges et les pancakes en forme d'animaux. Elle s'est assise en face de moi et a demandé. « C'est fini maintenant ?» Je n'ai pas menti. « C'est plus sur maintenant », ai-je dit. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaires, mais nous n'avons plus peur. Elle hocha la tête et remua son lait au chocolat avec sa paille. Je suis contente d'avoir parlé. Moi aussi. Il y a des jours où je rejoue encore la salle d'audience dans ma tête. Le changement de visage de Damon quand Mila a parlé. La façon dont sa voix, claire et calme, portait plus de poids que n'importe quel argument juridique ce jour-là.
Ma fille m'a rappelé que la force ne vient pas toujours de crier plus fort. Parfois, elle vient du courage de parler quand on n'est pas sûr que quelqu'un nous écoutera. Dans les semaines suivant la décision finale, j'ai repris une thérapie. Pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'avais enfin l'espace pour traiter ce que j'avais survécu. J'ai réalisé que j'avais passé tellement de temps à essayer de rester à flot que je n'avais jamais appris à me sentir à nouveau en sécurité. Cela prendra du temps. Mais maintenant, j'avais le temps. Mila a commencé à dessiner davantage. Ses croquis ont changé. Avant, ils étaient remplis de maisons sans fenêtres et de cieux orageux. Maintenant, elle dessine des arbres avec des racines et des enfants qui se tiennent par la main. Elle a dessiné une image du pot de la vérité et l'a collée au mur de sa chambre. Chaque soir, elle me rappelle de le vérifier. Une nuit, j'ai sorti un mot qui disait « Est-ce que les gens courageux ont encore peur ?» J'ai souri et lui ai dit oui. Ils ne laissent juste pas la peur être la fin de l'histoire. Elle a écrit un autre mot quelques jours plus tard. Est-ce que les enfants peuvent aussi protéger les adultes? Je l'ai regardé et j'ai dit. Tu l'as fait. Je raconte cette histoire parce qu'il y a des femmes là-bas, en ce moment, qui sont assises dans le silence. Se demandant si la vérité sera un jour suffisante. Se demandant si quelqu'un les croira plutôt que la personne qui sait comment se présenter sous son meilleur jour en public. Je raconte cette histoire parce que parfois la vérité ne vient pas d'un avocat ou d'un argument juridique. Parfois, elle vient d'un enfant qui a vu plus qu'elle n'aurait dû. Et qui décide que rester silencieuse n'est plus une option. Avant, je pensais qu'être une bonne mère signifiait protéger Mila de tout ce qui était difficile et douloureux. Maintenant, je sais que cela signifie être à ses côtés à travers tout ça. Lui apprendre à dire la vérité, la laisser me voir pleurer. Puis lui montrer ce à quoi ça ressemble de se relever. Nous avons encore des jours difficiles. Mais ils ne nous définissent pas. Nous ne sommes pas les versions effrayées de nous-mêmes que Damon a essayé de nous piéger dans. Nous sommes fortes quand nous devons l'être. Nous sommes silencieuses quand nous choisissons de l'être. Et nous sommes libres. Mila nous a sauvés ce jour-là. Elle n'a pas seulement apporté la vérité dans cette salle d'audience. Elle a apporté la lumière. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas sentie comme si je la perdais. Je me suis sentie comme si je la rencontrais pour la première fois. Si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté. Ce n'était pas une histoire facile à raconter. Mais je crois que des histoires comme celle-ci doivent être racontées. Parce que quelque part, une autre mère est assise dans le silence, pensant que personne ne la croira. Et peut-être qu'elle avait juste besoin d'entendre ça. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin et laissez un commentaire. Je les lis. Et ils comptent plus que vous ne le savez. Et si vous voulez entendre plus d'histoires vraies, brutes, honnêtes, et pleines de cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y en a encore d'autres à venir. Merci encore d'être ici. Restez courageuse, restez gentille. Et n'oubliez jamais que la vérité compte.